Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gizmo, tourné autour des juniors et des étudiants. Cette fois-ci, c'est un format un peu particulier que je vous propose. Il s'articule autour d'une dizaine de questions et de plusieurs profils. Ils sont plus d'une dizaine à avoir répondu à l'appel des juniors justement et des étudiants pour se prêter au jeu des questions-réponses. Ils ont pu choisir seulement une question, celle qui les inspirait le plus, pour partager leur expérience au sein d'un stage, par exemple, leur vision aussi du milieu, d'un point de vue étudiant et de ce qu'ils attendent de leur futur job. Ils ont pu aussi partager ce qui les a le plus plu dans leur apprentissage et ce qui continue encore de leur plaire, mais aussi comment ils s'enrichissent au-delà de l'école et quelle place ils donnent à cette école. Énormément de sujets qui sont traités dans cet épisode. J'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Donc on va se présenter rapidement juste et donner un peu nos parcours comme tu as demandé. Donc moi c'est Guillaume Hyperti. J'ai fait un bachelor, j'ai fait 3 ans à l'IM à la Défense. Après ça j'ai fait 1 an à Artefix à Enghien avec mes 2 compères. Après ça je suis parti du coup en stage chez Unit et là je vais aller travailler là-bas, je vais arrêter mes études. Alors oui, moi j'ai une expérience de stage que j'ai vécue qui était assez marquante et qui ressemble un petit peu à celle qu'avait racontée Anthony dans son épisode pour Gizmo, avec son tournage pour Cube. En fait, pour valider mon bachelor là où je faisais mes études, il fallait qu'on fasse un stage de 6 mois dans un studio. Moi j'avais fait mon stage dans un petit studio qui aujourd'hui a fermé, et c'était super, j'ai appris plein de choses. C'était un petit studio donc forcément on était assez généraliste et on avait plus de responsabilités. Et en plus, j'avais un superviseur qui était vraiment passionnant et qui m'a un petit peu pris sous son aile et qui m'a appris un tas de choses en fait. Mais le truc, c'est que le studio à ce moment-là, il allait assez mal, et à tel point qu'ils étaient sur le point de débuter la dernière prod avant de mettre définitivement la clé sous la porte en fait. La prod en question, c'était un teaser pour la nouvelle tournée des stades qu'allait faire le groupe Indochine. Et en gros, le projet, c'était qu'ils voulaient qu'on tourne en drone dans toutes les villes où ils allaient faire leurs concerts. Ils voulaient qu'on tourne dans les stades et ensuite dans les grandes places des villes pour y incruster une croix en CG, donc qui faisait une vingtaine de mètres de haut au milieu des places, quoi. Un jour, mon sup, il vient me voir et il me dit Guillaume, est-ce que ça te dirait de superviser toi seul les VFX des tournages pour tout le teaser? Donc Lille, Paris, Bruxelles, Lyon, Marseille et Bordeaux. Évidemment, j'avais très peu d'expérience en tournage et en tant que superviseur VFX. Les seules expériences que j'avais en fait, c'était quand j'étais allé pendant les 6 mois, il m'avait amené sur les tournages pendant le stage, il m'avait formé un petit peu à tout ça. Et évidemment, j'avais aussi très peu d'expérience en incrustation de CG sur du live en fait. Et c'est pour ça que j'ai répondu, bien sûr, je veux le faire. Donc le Covid, c'était le confinement. Avec le Covid, les tournages sont un petit peu repoussés. Bruxelles, ça a été annulé au final. Mais quelques mois plus tard, je pars du coup tout seul avec le Real pour faire un petit tour de France en train avec mon sac à dos. Et le programme, en fait, c'était qu'on devait retrouver les dronistes dans chaque ville pour tourner alors c'était à peu près entre 22h et 4h du mat tous les jours. On faisait une ville par jour et on tournait d'abord au stade et ensuite sur les grandes places. Le but, c'était de ne pas tourner trop tôt pour pas qu'il y ait trop de monde et pas trop tard pour pas que l'éclairage public se coupe en fait. Alors, je trimballais avec moi en fait un cube qui faisait 1 mètre par 1 mètre et que je posais au milieu des places et qui faisait en fait un repère à la fois pour les dronistes, pour cadrer, pour le réal et aussi pour nous en poste pour pouvoir incruster la croix par-dessus. Et il faut savoir que poser un cube comme ça au milieu des places les plus fréquentées des plus grandes villes de France en plein milieu de la nuit, l'éclairer avec des gros spots, avec en plus le drone et le périmètre de sécurité derrière qui attire les gens, et aucun bloqueur pour arrêter la circulation parce qu'il n'y avait pas le budget, sauf le dernier soir à la place de la Concorde, on a terminé par Paris, place de la Concorde avec le chanteur du groupe, et ben c'est une très mauvaise idée, il ne faut pas le faire. Et on a eu droit à tout, on a vraiment eu droit à tout, on a eu des gars bourrés qui sont venus chercher les embrouilles, on a eu un gars à Lyon qui a pris le cube pour un ballon de foot et qui a commencé à shooter dedans. Un droniste qui nous a planté au milieu d'un tournage qui voulait pas nous filer les rushs. J'ai eu un gars à Bordeaux. Moi, je m'écartais le temps de la prise et je priais pour que personne aille faire n'importe quoi avec le cube en fait. Et à Bordeaux, en plein milieu de la prise, on a un gars qui passe en scooter, qui embarque le cube sous son bras et qui part avec en scooter. Sous mon regard horrifié. Donc
un enfer, mais au final on a réussi à ramener tous les rushs à Paris, on a livré le teaser, tout s'est bien terminé, et finalement j'en tire beaucoup de positifs, c'était une super expérience pour moi, ça a été super formateur d'être sur le terrain, de devoir me débrouiller par moi-même comme ça. En plus après ça je suis resté un petit peu en contact avec le réal avec qui je m'étais bien entendu, donc si je devais en tirer une leçon à titre personnel, c'est que il faut savoir prendre des risques parfois dans la vie, il faut accepter ce genre de challenge parce que ça paye souvent en fait. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nathan Bossois. J'ai fait l'école ArtFX à Montpellier. Ce sera la dernière année. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ArtFX, c'est une école d'effets spéciaux qui se déroule sur 5 ans, durant lesquels on va pouvoir aborder les différentes spécialités de la post-production, donc modeling, compositing, FX, layout, environnement, etc. Donc l'apprentissage là-bas, il est basé du coup sur des workshops, des sessions qui seront plus ou moins longues. Et les professeurs, du coup, au travers de ces workshops, ils vont pouvoir nous donner des bases solides sur les logiciels et les spécialités qu'on va aborder. Mais ça reste aussi dans la mentalité, dans la pédagogie de l'école, de nous inciter à être curieux. Donc on va avoir des bases très solides, mais ensuite on va aussi aller chercher par nous-mêmes, par curiosité, sur des forums, des tutos, la documentation des softwares, histoire d'en apprendre plus et de parfaire notre apprentissage. Donc en fait, on va très vite développer une réelle autonomie de recherche pour tout ce qui va être résolution de problèmes, curiosité, nouvelles notions qu'on abordera peut-être dans les années supérieures, mais qu'on veut d'ores et déjà commencer. Du coup, c'est avec cette mentalité-là qu'on va aborder notre dernière année, donc notre 5e et dernière année, durant laquelle on doit réaliser un short film de 5 minutes en moyenne, en équipe de 5 à 8 personnes. En fait, c'est cette équipe qu'on va faire du coup pour cette dernière année, on va vraiment réagir comme un mini studio. C'est-à-dire que pour le film, on est en charge de la pré-production à la post-prod et au rendu final. Donc on va gérer tout ce qui est écriture de scénario, storyboard, direction artistique, approfondir notre DA, la justifier. Bien sûr, durant tout le processus, on est encadré par l'équipe de supervision qui est composée de certains de nos professeurs. Du coup, ils vont être là pour nous guider au travers des différentes étapes, hein. Donc ils vont nous aider durant la DA, durant l'écriture de scénario. Ils vont valider aussi le scénar, le storyboard, les différentes prévises qu'on aura pu faire. Donc on a pas mal de jurys de validation durant toute cette pré-production. Va venir ensuite la production, où là du coup on va décider quel logiciel on va utiliser, pourquoi ces logiciels-là. Donc on va mettre en place une sorte de pipeline, hein. C'est-à-dire pour donner un exemple, Maya pour le modeling, Artsurface, ZBrush pour l'organique, Houdini pour tout ce qui est scène assembly, lighting rendering, Nuke pour le compositing, ou alors tout autre logiciel qui est adapté aux différentes étapes. Donc en fait, une fois qu'on a fait ce pipe-là, qu'on a fait ces choix, on va aussi commencer en équipe à réfléchir à comment on va se transmettre les assets, comment on va les passer d'un soft à l'autre, on va faire des tests, hein, et commencer à voir un peu les difficultés qu'il y a à changer de logiciel pour la production. Voilà, donc une fois qu'on aura tout bien préparé, va venir du coup vraiment le début du projet, où là, donc on est au courant de notre date de rendu. Du coup, on va commencer à gérer aussi tout ce qui est planning, donc faire les plannings, voir en moyenne combien de shots on doit rendre par semaine totalement terminés. On va aussi voir comment on met en place la communication au sein de l'équipe et le transfert des scènes, parce qu'on va être plusieurs à travailler sur la même scène et sur le même shot en même temps. Donc par exemple, l'environnement et le modeler vont travailler en même temps sur le même shot. On va regarder comment on peut faire en sorte que tout s'update correctement et de façon totalement autonome sans qu'on ait grand chose à faire dessus. Ça fait partie de ce processus là en 5e année. Et quand on va commencer à aborder les problèmes techniques, c'est là où ce côté de recherche en autonomie va commencer à être très important, parce que on va d'abord, avant de solliciter les superviseurs, essayer de résoudre le problème par nous-mêmes, parce que c'est
ce qui reste le plus intéressant, c'est voir à quel point on est capable de trouver les solutions par nous-mêmes avant de faire appel à l'équipe de supervision. Bien sûr, si on est bloqué ou si on est à court de temps, ils sont là pour nous aider, mais le but de cet exercice de cinquième année, c'est quand même d'être dans une mentalité où on est un tout petit studio et donc il faut qu'on soit capable de proposer des solutions de notre côté afin de faire avancer le projet. Et du coup, au travers de ça, vu qu'on a aussi tous un bagage généraliste, on va pouvoir aider nos collègues sur des spécialités qui ne sont pas forcément les nôtres, hein. C'est-à-dire que le modeleur organique va pouvoir aider en com parce que il a des bases sur ça. On va aussi être capable de développer des skills totalement nouveaux comme le script par exemple pour aider à la production, aller plus vite et gagner du temps. Et du coup, pour moi, c'est tout cet ensemble-là qui fait que cette dernière année, elle est très très formatrice. Et elle nous permet aussi d'anticiper un petit peu les différentes problématiques qu'on va pouvoir retrouver en studio. Donc vraiment tout ce côté un peu d'autonomie, ce côté de résolution de problèmes, de communication en équipe, de fit au deadline, voire même de réarranger le shot ou le projet si il s'avère trop compliqué et trop long à réaliser, tout en gardant cet esprit pragmatique qui va être de comment on fait, comment on va donner le meilleur résultat de la façon la plus simple possible. Donc voilà, pour moi, c'est tout cet ensemble qui fait que cette dernière année Artefix, elle est très formatrice et elle nous donne du coup les cartes pour ensuite être capable de trouver un travail en studio. Bonjour, je m'appelle Rioma Leneuf, je viens de faire mes études à New Age et maintenant je me vends en tant qu'enviro et lighting artist. Donc le premier confinement est venu vraiment pile pendant la prépa de notre film de fin d'année. On a eu de la chance que notre école ait mis à disposition directement le matériel nécessaire pour pouvoir travailler à distance. On a eu la chance aussi d'avoir eu l'expérience d'avoir fait un projet de groupe avant. Donc on avait déjà une équipe qui était un peu soudée, on s'est déjà travaillé ensemble, donc on n'a pas eu trop de difficultés à travailler de chez nous là-dessus pour le début. Même si on a eu des problèmes de communication, parce qu'au départ on ne savait pas trop comment gérer ça. Personnellement, le Covid m'a beaucoup impacté. J'ai la chance de vivre encore chez mes parents, donc sans souci familial et sans avoir toute cette solitude que beaucoup de gens ont pu avoir durant cette période en fait. Je peux travailler pleinement sans être dérangé, mais du coup je voyais plus le temps passer. Je me couchais à des heures pas possibles parce que j'étais pas fatigué en fait, parce que je me déplaçais pas, on ne dépensait pas beaucoup d'énergie, donc ça c'était assez compliqué. Mais ça m'a aussi permis de me recentrer sur mon travail et sur mon organisation en fait. Du coup j'avais plus de temps pour moi là-dessus. Et pendant cette période, j'étais chef d'équipe de mon projet de fin d'année. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'oublier un peu la situation Covid, parce que, en fait, j'avais un peu cette sensation de ne pas pouvoir flancher, en fait. Et vraiment de me consacrer au groupe et à me poser des questions de comment je peux gérer un groupe pendant cette situation, seul à la maison, en fait. Et du coup, la technique, en fait, c'est on a créé un groupe Discord personnel avec que notre groupe où à tout moment on pouvait communiquer, on pouvait discuter en vocal. J'ai vraiment essayé de garder un maximum l'esprit d'équipe, comme si on était tous ensemble en fait tout le temps. Donc on restait toujours sur le vocal tout le temps, même si on parlait pas à H24. En fait dès qu'on avait besoin de parler, dès qu'on avait besoin de quelque chose, on n'avait pas besoin d'écrire un message où il n'y a pas beaucoup d'émotions, au moins parler le plus possible pour vraiment ressentir le plus l'humain en fait. Donc on a pu un peu ressentir ce travail d'équipe comme si on était à côté en fait, même si on parle qu'à un écran. On avait comme cette sensation où on pouvait rigoler, on pouvait se poser des questions à n'importe quel moment sans avoir à attendre que le mec puisse lire le message. Ça nous a vachement aidé. On a aussi instauré le week du soir, ou de la semaine, ça débordait un peu, mais ça nous a vachement permis aussi de voir l'avancée de chacun.
de pouvoir poser des questions et des retours, donner des retours en fait pour chaque travail en fait, et que chacun puisse se sentir un peu plus proche du projet, pas délaissé, que tout le monde puisse voir l'avancée, même si t'étais pas là pendant 2 jours, au moins tu te connectes le soir, hop, tu peux voir l'avancée un peu. Du coup on se sent comme si on était un peu voisins de table en fait. J'ai vraiment essayé de se dire que le mec est pas bien aujourd'hui, il vient pas Discord, c'est pas grave, mais au moins qu'il ait pas l'impression d'avoir loupé une journée en fait, qu'il puisse le soir quand il se connecte, il peut voir que ça avance, et qu'il puisse aussi donner de son avis en fait. Et ça, je pense que ça c'était assez cool aussi. Le confinement m'a vachement aidé à être plus autonome, et à avoir un œil plus critique sur moi-même, mais aussi sur le travail de mes collègues, parce qu'on avait moins l'occasion d'en avoir par les intervenants. Donc j'ai vraiment pris le temps en fait. Ce confinement, ça a été vraiment un moment où j'ai pu prendre du temps sur moi, pouvoir regarder des films, regarder les mouvements de caméra, les lumières, pourquoi ils les ont posées de telle façon, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai pu lire, me documenter énormément. Et ça, c'est grâce au confinement et du fait de ne pas avoir à courir pour aller prendre un train ou à perdre du temps à faire je ne sais quoi. Là j'ai pu me focaliser un peu sur moi et apprendre plein de choses. Et ça a été super bénéfique pour moi. Même si ça a été une année super triste pour tout le monde, ça m'a quand même permis d'apprendre plein de choses et aussi de communiquer beaucoup plus en fait. Et j'ai vraiment découvert des super personnes durant cette période, à parler avec eux tous les jours. C'est devenu vraiment des amis. Et c'est pas grâce au confinement, mais ça a quand même vachement aidé. Pour conclure, je pense que j'ai vraiment eu la chance d'avoir un groupe qui communique vachement et qui était vraiment cool avec moi. Je pense que ça m'a vachement aidé à oublier un peu cette situation Covid, donc j'espère en tout cas que tout ça va se régler et qu'il y aura plus de situations comme celle qu'on a pu vivre. Et en tout cas, moi je suis prêt à travailler de chez moi maintenant avec cette expérience, mais j'espère quand même travailler en studio, c'est plus intéressant et plus agréable. En tout cas, merci Sandrine. Et puis bye. Bonjour, donc je m'appelle Florent Piechta, je suis actuellement FX artiste à Micros Animation Paris. Je travaille depuis environ 1 an, puisque j'étais diplômé de ISAR Digital d'un master de 3D et de VFX en juin 2020. Pour continuer d'apprendre même en sortie d'école, j'essaie de regarder très souvent, le plus possible, des tutos ou alors des documentations, que ce soit en vidéo ou en papier, pour continuer d'apprendre des nouvelles choses sur Houdini, parce que surtout avec Houdini, ce qui n'est pas fait que pour les FX d'ailleurs, mais il y a vraiment beaucoup de ressources gratuites ou payantes sur Internet. Donc ça c'est vraiment l'avantage, c'est qu'il y a une grosse communauté derrière. Comme je disais, j'apprends des nouvelles choses par les biais des forums aussi, qui sont très très bien faits. Hot Force, le forum de SideFX, qui est la société qui a créé Houdini. Aussi Tokeru, qui est le forum de Matestella, qui est entretenu très souvent, qu'on utilise beaucoup dans notre domaine, qui est une vraie mine d'or de connaissances pour le coup. Et j'essaie de mettre en œuvre ces nouvelles connaissances que j'essaie d'acquérir. Sur des projets perso, que ce soit des petits projets perso de quelques jours ou alors des longs projets perso. Peu importe au final la finalité justement. Ce qui m'intéresse surtout c'est ce que je vais apprendre en chemin pour faire mon projet perso. Essayer d'apprendre toujours des nouvelles techniques ou alors confronter avec ce que je connais déjà pour voir quelle est la meilleure manière de faire en fait. J'essaye aussi d'apprendre par le biais des contacts professionnels avec qui je travaille et avec qui j'ai pu travailler. Donc surtout, forcément, les personnes plus expérimentées que moi, les leads, même les seniors ou mes sup, à qui j'essaie de poser pas mal de questions. C'est une habitude que j'avais déjà à l'école. J'aime poser beaucoup de questions, être sûr de bien comprendre les choses. Et après, une fois que j'ai posé mes questions, je fais mes recherches de mon côté. Mais du coup, en plus, j'ai eu la chance, dans le contexte professionnel, de travailler avec des gens à chaque fois très gentils, qui prenaient le temps de m'expliquer quand je posais une question, ou alors juste
quand on parlait des setups, chacun, ah, t'as fait comme ça, et puis on confronte un peu nos idées et tout. Je trouve ça très enrichissant c'est vraiment une bonne ambiance de travail à chaque fois. J'essaye aussi d'accepter, pour rester dans le cadre professionnel, des missions, ou en tout cas de candidater à des missions où je sens que je vais avoir un petit challenge à relever, essayer de ne pas rester dans ma zone de confort, essayer d'aller voir des choses qui, à l'a priori, m'auraient pas trop tenté, puis finalement, j'ai essayé quand même. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe actuellement, la micros animation. J'avais jamais fait de film d'animation, enfin de style d'animation. Et au final, puisque j'avais fait plutôt du photoreel, et au final, bah, c'est une bonne expérience, j'apprends beaucoup de choses, puisque c'est une autre manière de penser CFX et d'amener à la construction de ces setups. Donc c'est vraiment une très bonne expérience pour le coup. Mais même si j'avoue que le VFX commence à me manquer un peu. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Merci beaucoup. Donc Loïc Materne, je suis maintenant Artefix, mais j'ai eu un parcours un petit peu par-ci par-là. J'ai eu des études de web design, après j'étais en fac de ciné, après en audiovisuel, et je suis passé par la CGEV en intermittent avant de me rabattre un peu plus là sur les études depuis octobre dernier. Donc voilà. Désolé Sandrine, je vais à peine remanier ta question. Et parce que, en fait, comment je suis arrivé dans mes études de 3D, c'est passé par déjà un stage, après de l'intermittence, donc dans le monde pro, et ensuite les études. Donc je vais remanier à peine la question et dire comment t'es arrivé dans la 3D. Ça a commencé, j'arrive à retracer ça, dans un festival de design qui s'appelle le OFF, O3F, à Barcelone. C'était pendant mes premières études qui n'étaient pas du tout de la 3D. Je faisais du web design, de la programmation, communication et du print, mais principalement axé autour du web design et de l'informatique. On s'est retrouvé à Barcelone dans ce festival de design. Donc il y avait tout ce que je viens de citer, du web design, print, l'image animée. Et il y avait des gens qui venaient faire assez balèzes, qui venaient faire des conférences. Et donc il y avait Felipe Carvalho, je me rappelle, qui venait présenter ses opening sequences, donc c'est des génériques d'intro de séries sur lesquels il avait travaillé. Donc il y avait notamment Hannibal, qui était assez génial, mais il y avait Cosmos, qui était mind-blowing. L'ambiance, la musique, l'image. En plus après quand tu regardes la série plus tard, tu comprends que ça condense énormément, trop bien ce dont parle la saison 1. Donc j'étais subjugué. Et c'est la première fois que j'étais vraiment confronté à de la 3D, enfin pas de la 3D, c'était pas la première fois que je voyais de la 3D, mais c'est la première fois que j'étais vraiment overwhelmed par la 3D, de me dire waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est si beau que ça, je ressens vraiment des trucs là, c'est dingue. Et donc voilà, sur le moment j'y pense pas forcément, je continue à faire mes études à Montréal, enfin je me retrouve l'année d'après à Montréal, je regarde vraiment la série, je tombe amoureux de la série, je me dis c'est ouf de pouvoir faire apprendre des choses à des gens et de faire de si belles images en 3D. Donc ça c'est quelque chose qui me reste dans la tête, mais je continue mes études. Je me redirige, mais je pense pas encore à la 3D, je pense que c'est encore un peu refoulé d'un côté. Je continue une étude de fac, une fac de ciné, un peu trop théorique. Je me réoriente dans une fac d'audiovisuel l'année d'après, donc là qui est beaucoup plus pratique, à la fois scientifique, mathématique, analyse du signal, c'est très complet. Donc là, je m'y plais beaucoup. Et à la suite de cette licence, il y a 3 masters qui s'ouvrent à moi. Et dans ces 3 masters, il y en a un il y a commence Cosmos qui me revient dans la tête. Et je vois le 3e master qui est en fait ce trucage de l'image et du son, donc principalement de l'image. Et je me dis, ok, tu t'es déjà redirigé 1 fois, 2 fois. Avant d'être sûr que c'est ça qui te plaît, prends une année pour faire des stages, des petits contrats dans le domaine que tu veux faire, pour voir au moins si ça te plaît. Et ça manque pas, à la fin de ma dernière soutenance de cette licence, le lendemain, je commence à la CGEV en tant que 2D infographiste à Paris. Donc c'est pas le métier que j'ai envie de faire, je me rends compte très vite. C'est pas assez stimulant pour moi. Enfin, j'apprends pas assez de choses, j'apprends énormément parce que je connais rien de la 3D à ce moment-là. Mais c'est vite fait, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez exponentielle, puis après ça se ratatine un petit peu en fait, faut le dire. Et en fait, pendant ce stage, donc, je suis confronté à Nuke, je commence à me débrouiller avec ça.
À la fin des 2 mois, il commence à m'engager et je reste 6 mois. Et pendant ces 6 mois, pardon, j'ai toujours Houdini qui me revient en tête. J'essaierai de te retrouver la vidéo que j'ai vue de Houdini à ce moment-là, enfin quelques mois avant. C'était une vidéo de présentation de tout ce que tu pouvais faire sur Houdini 15, je crois, ou 16. Et ça me traînait en tête, Donc j'avais téléchargé le logiciel, j'y allais de temps en temps, je regardais un petit peu ce qu'on pouvait faire. Mais avec un MacBook, tu pouvais pas faire tourner des simulations extrêmes. Donc j'ai toujours ça qui me traîne en tête. Et j'en parle à mes collègues et ils me disent mais en fait, t'as pas besoin de faire d'école. Apprends par toi-même en fait. Et donc ils me disent ça. Puis au bout de 6 mois, j'arrête le taf. Et je retourne chez mes parents, enfin chez ma mère. Et j'apprends Houdini par moi-même pendant 8-9 mois. Donc je sais pas du tout ce que je vaux, mais je sais que j'adore apprendre tous les jours ce soft. Il y a 8000 manières, pas comme dans tous les softs, même dans Nuke, il y a 8000 manières de faire la même chose. Mais là, j'ai vraiment l'impression que tu peux recréer un monde dans Houdini, donc c'est ce qui me parlait à ce moment-là. Donc j'apprends énormément de choses, j'adore ça. Et au bout de 8-9 mois, je me dis ok, je vais faire ce que mes collègues m'ont conseillé, je me fais un démo reel et j'essaie d'être engagé. Donc je fais ça. Et je commence un peu à postuler et 1 mois après, il y a le Covid qui arrive. Et je me dis, c'est peut-être pas le meilleur moment en fait que tu as choisi mon gars. Donc je continue un peu à postuler et je me dis, ok, en étant même pas junior, même pas étudiant, ça va être un peu galère. Donc je me retourne vers les écoles et je commence à postuler. Et je vois qu'il y a une antenne de Artefix qui ouvre à Paris. Et je postule là-bas pour la 4e année. Donc moi j'ai pas envie de me retaper 3 ans non plus. Je commence à me dire, ok, t'es un peu vieux, machin. Et je postule là-bas et en fait, je suis accepté. Et donc là, c'est quand même une validation sur l'année que je viens de passer tout seul chez moi, fermer les rideaux fermés, et j'ai appris juste par moi-même. Et je me dis, ok, en fait, ça veut dire quelque chose. Cette année-là, elle vaut 3 ans d'études. Donc je me dis, ok, c'est ouf, ça valide quelque chose. Donc j'accepte. Je mets du temps à accepter parce que mon objectif, c'était pas ça. Et donc voilà, je suis arrivé l'année dernière en octobre à Artefix Paris. Donc voilà, il y a eu diverses choses qui sont passées. J'ai appris énormément de choses, mais en même temps, j'ai pas appris exactement ce que je voulais. Ça c'est plutôt personnel. Mais maintenant, je suis à Micros pendant mon stage entre les 2 années. Et c'est une autre validation parce que c'était le domaine des études avant, maintenant c'est le domaine pro. Et je suis confronté à une production et je vois ce que c'est vraiment et je sais que je m'en sors. Et que j'ai appris des bonnes compétences. Et donc, j'espère que juste ça va continuer comme ça. Je vais pouvoir apprendre énormément encore plus. Faire un film de fin d'études qui sera cool l'année prochaine. Et voilà. Donc, j'espère que à travers mon parcours, les personnes qui ont changé de domaine, peut-être qui se disent ok, je suis pas né là-dedans, j'ai pas voulu faire ça depuis que j'étais petit, j'ai pas eu la passion depuis que j'étais petit, je sais pas dessiner, etc. Toutes ces excuses qu'on essaye un peu de se donner de temps en temps, il n'y a pas besoin de tout ça en fait, on peut se rediriger un peu n'importe quand. Voilà, j'espère que ça donnera un peu d'espoir à certaines personnes. Et voilà, merci. Donc je me présente, je m'appelle Anne Guimond, je suis FX artiste à Londres chez le studio MPC. La vision que j'avais du monde professionnel, alors il y avait les profs qui nous parlaient, bien sûr, qui nous ont présenté, eux qui ont de l'expérience dans des studios, notamment Tony Voisin, tu as pu interviewer, qui était un de mes profs principaux en 3D. Donc on avait cette idée-là, cette première idée du monde professionnel, mais c'est plus une idée, c'est plus une vision, je vais dire, paillettes. Et c'est ce qui nous fait rêver, waouh, ils ont travaillé sur tel film, waouh, c'est tel studio fait ça, j'aimerais trop aller dans ce studio-là, etc. Et ça, c'est les premières impressions, je pense, du monde professionnel qu'on a. On a cette vision un peu paillette, je dirais. Ouais. Et puis on commence à avoir les premiers retours des autres étudiants qui en fait souvent finissent leurs études et reviennent 1 an après voir les profs, voir les élèves, etc. et donner en plus leurs premières impressions
de leur première année. Et donc du coup, mais ça reste assez vague en fait. On sait pas, genre, ils peuvent pas nous dire sur quoi ils travaillent, bien sûr. Ils nous disent, ils rentrent pas dans le concret. On fait tel horaire, on fait telle chose, etc. Donc ça reste une vision assez vague en fait du milieu professionnel. Et puis arrive le stage. Et là, c'est déjà un peu plus concret. Ça fait déjà, pour ma part, ça faisait 2 ans que j'étais dans les études. Et là, je me dis, est-ce que je suis prêt techniquement? Est-ce que je vais réussir à faire ce qu'on va me demander? Et j'arrive, le premier jour de stage, super intimidant et à la fois c'est fou. On voit des gens à côté de nous, on se dit purée, lui il a travaillé là-dessus, waouh, c'est insane. Et puis on se dit c'est pas possible, moi j'arriverai pas à faire pareil. Et puis au bout d'1 semaine, de 2 semaines, ils font tout en fait pour qu'on soit à l'aise. Et on a nos premiers shots et on n'a pas ce stress là. On est stagiaire, donc on se dit si jamais je réussis pas à faire, il y aura toujours quelqu'un. Ils savent très bien, en plus c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que les studios savent très bien qu'on est des stagiaires ou on est des juniors, donc ils savent très bien la charge de travail ou le niveau de travail qu'on nous demande. Et donc du coup, très bonne expérience. Je sors de cette expérience de stage super, j'étais prêt techniquement, j'ai pu du coup apprendre de nouvelles choses, de nouveaux logiciels. J'ai pu avoir une première idée de ce que c'est le monde professionnel, ce qu'on nous demande. Et du coup, je finis mes deux dernières études et là, on commence un peu plus à poser des questions aux profs. Comment ça se passe la prod, on rentre un peu plus dans le vrai sujet de comment ça se passe dans un studio, comment on travaille dans un studio. Et les profs aussi nous donnent des directions, notamment sur notre film. Ils nous préparent, nous à l'ESMA, on nous préparait vraiment à savoir comment travailler en équipe, les deadlines, de rendre des comptes aux superviseurs qui étaient nos professeurs. Et du coup, fin des études, novembre pour ma part, je suis contacté par Dineg et je suis embauché par Dineg. J'arrive à Londres et là, premier jour, j'arrive dans un gros building très intimidant et je me dis waouh, je vais me faire comment je vais me faire manger. Et je rencontre mon superviseur qui me met tout de suite à l'aise. Et je me dis waouh, en fait c'est ça le monde professionnel. On me demande ne t'inquiète pas, c'est tes premiers jours, prends ton temps. Voilà les logiciels. Voilà, en plus on était sur Linux, parce que nous pendant les études on est sur Windows, donc une nouvelle aussi, il faut apprendre cet environnement-là. Et en fait ils m'ont laissé le temps vraiment de me mettre à l'aise, etc. Et ils me donnent le premier shot et là je me dis est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Si j'y arrive pas, je dois rendre des comptes à la fin. Là je suis plus en stage, là je suis payé, donc on attend quelque chose de moi. Et puis les semaines passent et en fait on se rend compte que c'est comme à l'école. Les professeurs te demandaient de faire quelque chose. Des fois tu disais je vais jamais y arriver. Et en fait tu y arrives. Et tu as à chaque fois des nouveaux challenges. Et en fait c'est ça le monde professionnel. Tu apprends tous les jours. Tu as toujours des nouveaux challenges. Il y a des fois des choses que tu sais pas vraiment faire. Mais au fond de toi tu te dis c'est bon. Je vais réussir, je vais y arriver, et à chaque fois tu y arrives. Et le jour où tu sais que tu n'y arrives pas, ça m'est arrivé une fois à Double Negative où je me suis dit j'y arrive pas. Et j'avais peur en fait de dire à mon superviseur qu'est-ce qu'il va me dire si je lui dis ça se trouve ils vont être déçus, etc. Et en fait c'est quelque chose qu'on a peur en tant que junior, mais il faut vraiment pas avoir peur de ça. C'est genre si on n'y arrive vraiment pas, il faut le dire. Et il n'y a aucun souci en fait. Ils vont trouver des solutions. Ça fait partie de la prod. Ils savent qu'on est junior aussi. Il faut aussi se rendre compte de ça. C'est que
les studios savent qu'ils embauchent un junior. Donc ils vont pas demander un travail de senior artiste. Et ça, vraiment, on n'est pas habitué à ça, parce que nous, à l'école, il faut qu'on fasse du mieux qu'on peut. Et c'est très bien. Et c'est la même chose dans le monde professionnel, il faut faire du mieux qu'on peut, mais ils savent ce qu'on doit nous demander. Et au fur et à mesure, en fait, on va évoluer, ils vont nous challenger un peu plus, et c'est comme ça qu'on évolue. Donc maintenant, la vision que j'ai maintenant, après 1 an et demi, presque, j'ai l'impression pas d'être toujours à l'école, mais on a toujours cette ambiance-là. Tout le monde se connaît, on va boire des bières avec les superviseurs, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de moi et que je me dis si j'ai pas fait mon shot, qu'est-ce qui va m'arriver. Ça reste très, je dirais très familial en fait. C'est un petit monde en plus, tout le monde se connaît. Je travaille avec des gens maintenant à NPC qui étaient avec moi à Double Negative. Donc ça reste, c'est une ambiance très détendue, on fait notre travail. Oui, des fois il y a des moments de rush, et ça fait partie aussi du challenge de faire ça, mais l'école, les professeurs nous ont aussi appris à gérer ce genre de situation-là. Et ça, ce qui est vachement bien, c'est qu'on est habitué à gérer une certaine charge de pression, que quand on arrive dans le monde professionnel, là on est tanké. Et là on peut se dire, allez-y, envoyez du travail, et je saurai quelle charge je peux encaisser, quoi. Donc ouais, cette vision-là que j'ai maintenant du monde professionnel, je dirais pas qu'elle a changé, je dirais plus qu'elle a évolué en fait. Elle est un peu plus concrète, un peu moins stressante aussi. Non, je dirais. Et puis ouais, voilà. Bonjour, je m'appelle Sacha Sidbon, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'école Institut Artline en 3e année de bachelor en infographie 3D. C'est une école qui est 100% en ligne. Alors moi j'ai toujours été très curieux et très autodidacte. J'ai toujours aimé bien apprendre par moi-même, en cherchant moi-même les informations et comment faire ce que j'ai envie de faire. Et donc je pense que plus tard et au quotidien, je vais apprendre surtout grâce à Internet. J'apprends quotidiennement grâce à Internet, plus particulièrement YouTube. Ce qui est bien, c'est que maintenant, aujourd'hui, on peut apprendre tout grâce à Internet, tout ou presque. Il y a des choses qui sont quand même très compliquées à apprendre tout seul. Mais en quelques clics, n'importe quelle information est accessible tout simplement grâce à Google ou YouTube, encore une fois. Et c'est vraiment génial, alors qu'avant, on était obligé de chercher les informations dans les bibliothèques, en demandant à des gens qui s'y connaissent, à avoir des contacts. Là, plus besoin. Et c'est pour ça que j'apprends autant de choses tout seul. J'ai appris le piano, à lire des partitions, l'hypnose, la 3D du coup, même si je n'ai pas appris ça complètement seul, puisque maintenant je suis étudiant. Et donc moi je passe le plus clair de mon temps sur YouTube, à regarder des vidéos de divertissement, mais pas que, justement. Je regarde beaucoup de vidéos sur la 3D, pour d'une part voir comment les gens font telle chose, que ce soit la modélisation, le texturing, l'animation, ou tout simplement pour regarder des tutos. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube, c'est rempli de ça. Et donc dès que je sais pas faire quelque chose, ou que j'ai du mal à faire quelque chose, ou que je comprends pas bien quelque chose, je fais un tour sur YouTube et je cherche ce que j'ai envie d'apprendre. Et c'est vraiment ultra pratique, c'est vraiment bien. Mais j'apprends aussi grâce aux livres. Il y a un livre notamment qui est vraiment très bien, qui s'appelle L'anatomie pour les sculpteurs. C'est un livre justement d'anatomie, où on apprend l'anatomie et les os, les muscles, et comment les sculpter. Il y a plein d'images
de référence, plein de choses. C'est vraiment génial. Et il y a aussi une autre plateforme que je trouve très pratique qui s'appelle Udemy. Udemy, c'est une plateforme de vidéos en ligne, tout comme YouTube, sauf qu'on achète le contenu. On achète en fait des cours. Il y a des cours réellement pour tout. Il y a des cours de musique, il y a des cours de sciences, des cours de 3D, justement, en l'occurrence. Et il y en a vraiment beaucoup. La majorité est en anglais, mais il y a aussi des choses en français. De toute manière, dans le domaine de la 3D, c'est quand même assez important de connaître au moins l'anglais. Mais donc, j'achète des plateformes... j'achète des vidéos sur Udemy pour apprendre mieux ce métier, justement, les métiers de la 3D. Je pense aussi que plus tard, après mes études, j'apprendrai beaucoup de mes projets personnels. Je fais déjà des projets personnels au quotidien, surtout lorsque j'ai du temps libre. Mais je trouve que les projets personnels, en fait, ça permet réellement d'apprendre du moins plus profondément les choses. Parce qu'on ose justement plus sortir de notre zone de confort. En tout cas, moi, pour ma part, j'ose plus sortir de ma zone de confort. Apprendre à mieux modéliser tel objet ou mieux texturer, mieux créer des shaders de tel objet, utiliser telle fonction. Et donc j'utiliserai beaucoup les projets personnels. Déjà pour enrichir mon portfolio et aussi pour continuer justement d'apprendre et oser faire justement des choses que je n'oserais pas faire par exemple en production plus tard ou tout seul pour mes études où là la plupart des choses que je fais sont notées et donc je préfère pas forcément prendre de risques. Voilà. Bonjour, je m'appelle Johan Roy, j'ai 23 ans. Alors, dans un premier temps, je vais faire une rapide présentation. Donc, comme je l'ai dit, j'ai 22 ans, 23 bientôt. Je suis donc un junior dans la 3D, j'ai eu déjà 2 premiers jobs. Et je suis diplômé d'un bachelor 3D VFX animation que j'ai fait à l'école Ariès Brassard de Toulouse. Mon premier job c'était avec Téléspazio France, donc je devais faire de la rotopo de pièces d'hélicoptère ou de la modélisation à partir de photos afin de les intégrer dans un moteur temps réel pour que les pilotes puissent s'entraîner avec un simulateur. Donc c'était les premiers pas dans le jeu vidéo entre guillemets si on veut. Suite à ça, j'ai réussi à commencer à travailler avec Ubisoft Ivory Tower en tant que véhicule artiste. Et là, le job, c'était, d'où l'on indique, d'intégrer, modéliser, texturer des véhicules pour un nouveau jeu qui n'est pas encore annoncé. Donc, je ne pourrais en dire plus. Pour la suite, je commence à réfléchir à rentrer sur Toulouse et à monter mon studio avec 2 amis à moi pour développer notre propre jeu en tant qu'indépendant et évoluer sur un projet fou. Alors, pour répondre à la question, au début je me disais qu'il faut absolument être spécialisé, qu'il faut absolument moi j'aime beaucoup la modé, donc je me disais qu'il faut être 100% modeler, faut avoir un book incroyable en modé, etc. Et en commençant à avancer un peu dans la directive, je me rends compte de plusieurs choses. Déjà, premièrement, dans le jeu vidéo, pour être modeler, c'est de plus en plus compliqué dans le sens où beaucoup de choses sont faites en prestation. Donc en fait, si on veut travailler dans les gros studios qui sont mis en avant, Ubisoft, Respawn, Treyarch, etc., il y en a plein, c'est très compliqué d'être modeler parce que on n'est pas vraiment des modeleurs, on est surtout des personnes qui vont suivre des équipes de modeleurs prestataires qui sont basées souvent dans d'autres pays où c'est moins cher la main d'œuvre. Et donc ça mène à réfléchir. On se pose des questions, on se dit bon, est-ce qu'il faudrait pas changer un peu et trouver une autre voie qui pourrait être aussi plaisante que ça. Et du coup, moi je commence à me demander est-ce que je devrais pas refaire un petit passage généraliste entre guillemets pour essayer de trouver ma voie, essayer de me dire ok, moi ce que j'aime c'est le lighting, ok, ce que j'aime c'est la cinématique, c'est le texturing, etc. Des domaines qui en fait aujourd'hui ne sont pas encore sous-traités et qu'on peut encore faire dans des studios.
dans des gros studios comme Ubisoft par exemple. Donc aujourd'hui, je dirais que la spécialité, ça serait généraliste, dans le but de découvrir vraiment ce que je veux faire. Du coup, plus tard, une fois que j'aurai trouvé vraiment ma passion, eh bien, ça serait à ce moment-là que j'irai me spécialiser à fond. Sachant que je continuerai forcément toujours à faire de la modé parce que ça, c'est ce que j'aime au fond de moi, c'est ce qui m'a poussé à faire de la 3D exactement. Donc ça, je continuerai à en faire forcément, mais je pense que ça, malheureusement, avec le temps, ça risque de devenir de plus en plus du projet perso un plaisir plus que le travail. Et j'ai peur que, sauf si on se met à travailler dans les studios de prestation, mais j'ai peur qu'en travaillant et en restant dans des gros studios, la modé, ça soit compliqué. Après, étant donné, comme j'ai pu t'expliquer tout à l'heure, que je compte essayer de monter mon studio avec des amis, on va commencer en étant tous les trois très généralistes. Bon, il y en a un qui fait la prog et deux qui vont faire de l'art. Sur les deux artistes, on va être forcément très généraliste au début parce qu'on pourra pas choisir moi je fais ça, toi tu fais ça, il va forcément manquer du monde. Donc ça tombe bien finalement parce que ça va me permettre de découvrir des choses ou de redécouvrir des choses que j'ai survolées à l'école et donc que je vais pouvoir approfondir. Et après le but du jeu, voilà, c'est le top du top, c'est que le studio fonctionne et donc qu'on prenne des positions en tant que chef de studio. Je pense là que j'espère pouvoir m'orienter plus tard. Et qu'est-ce qui me plaît du coup en étant chef de studio, eh bien c'est le fait en fait de pas être contraint à un pipeline autre que ce que moi je pourrais faire. C'est le fait de pas devoir rendre des comptes, c'est le fait de manager une équipe, d'essayer de faire évoluer la chose le studio que l'on aura créé avec le reste de l'équipe, de faire évoluer tout ça, de créer quelque chose vraiment de A à Z, tout en continuant à travailler dans la 3D parce que le but du jeu pour moi c'est de ne pas en arriver au stade où en fait la seule chose qu'on sait faire c'est manager et ne plus du tout être dans l'artistique parce qu'on aura été dépassé pour une raison X ou Y par les nouvelles techno. Donc pour répondre en 3 mots entre guillemets, vers quoi je m'oriente, qu'est-ce que j'espère? J'espère pouvoir un jour être soit lead du studio qu'on va créer, soit manager avec les deux autres, mais toujours en gardant ce côté artistique qui pour moi sera je pense vachement dans l'environ, parce que c'est dans l'environ qu'on va pouvoir retrouver de la modélisation, du texturing, etc. Et donc manager un peu tout ce petit pôle d'environnement artistique que je l'espère on pourra réunir si notre projet fonctionne. Voilà. Moi, c'est Anthony Pereira Aguiar. J'ai fait Isart Digital, la section cinéma d'animation 3D pendant 5 ans, de 2015 à 2020. En sortie d'école, j'ai eu l'opportunité de travailler à la station animation sur la série Le Petit Nicolas. Et ensuite, j'ai pu enchaîner sur Superprod, sur Batwheels, où là, je travaille en pré-production d'animation pour la série. Alors avant ça, merci beaucoup Sandrine pour tout ce que tu fais, c'est un truc de ouf. Tu proposes du contenu francophone qui est génial et on a de la chance parce que justement tu peux interviewer des gars comme Samy, des gars comme Benjamin Faure, des gars comme Dorian Marchessin, enfin tu vois, de plusieurs métiers différents et d'univers différents et c'est grave cool parce que tu apportes enfin du putain contenu francophone. Donc voilà. Ça a été du coup de ne pas avoir suffisamment de cours d'animation et surtout des cours d'animation poussés. Et ça a été formateur parce que du coup, ça m'a obligé, moi, à ne plus me reposer autant que je le faisais sur l'école, mais plutôt à me débrouiller, à essayer d'être créatif et chercher des réponses dans les moyens que j'avais, que ce soit sur Internet, que ce soit les gens, mon entourage, tout ça. Et ce qui est cool, c'est que ça m'a obligé du coup à être débrouillard, alors que si j'avais une école qui m'avait tout servi sur un plateau, bah j'aurais pas eu cette approche d'essayer de trouver des réponses à d'autres endroits, donc mes superviseurs, mes collègues même, ou même des gens qui font pas partie de l'animation. Je sais que tu avais interviewé Samy et qui disait que lui au début il montrait ses shots à sa femme et à sa mère. Moi ça m'arrive de le faire aussi avec ma copine, juste pour avoir le retour de ce moment je le trouve bizarre. Et je pense que si j'avais une école qui était hyper cadrée sur l'animation et qui me donnait toutes les réponses sans que j'ai à chercher, il y aurait eu beaucoup de moments
sur des projets perso ou au travail ou peu importe, où j'aurais pas été capable de me poser la question, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Et du coup, d'essayer de rentrer un peu plus dans les principes d'anime et tout, et d'arriver à résoudre ces problèmes-là avec une approche d'animateur, et pas juste une approche de spectateur où je me dis juste, bah ouais, là je comprends pas, ça marche pas. Et ouais, du coup, c'est vraiment ça le plus formateur dans ma formation, c'est d'avoir été obligé de me reposer plus sur moi que sur les autres. Et quand t'as pas une notion, même très débutante, de ce qu'est le timing, spacing, des arcs, pourquoi le personnage doit emprunter cette trajectoire, qu'est-ce qui se passe dans le corps, etc., pourquoi ça réagit de cette façon et pas d'une autre, et bah en fait, quand tu prends pas le recul de te poser toutes ces questions-là, tu peux pas résoudre ton plan. Tu vas continuer à bidouiller, tu vas faire ce que tu as l'impression de voir, mais pas ce que le mouvement doit faire, ou pas ce que le personnage doit penser, ou de la façon dont il doit agir. Et, euh, et ça, en fait, c'est des trucs que je saisis un peu tous les jours et que je pense que je vais continuer à saisir sur toute ma carrière. C'est avec les cours avec Samy, où vraiment, genre, il m'a pointé du doigt ces erreurs-là. Il m'a dit pourquoi j'avais ces erreurs-là et pourquoi, en fait, c'était des erreurs. Enfin, des erreurs dans le sens pourquoi ça ne pouvait pas agir de cette façon. Et en fait, quand il m'a, quand il m'a démontré tout ça, à travers le fait d'être sincère, même dans ton approche, t'as plein de zones d'ombre qui s'éclaircissent d'un coup et tu comprends beaucoup mieux pourquoi. Tu comprends beaucoup mieux pourquoi, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'on m'a pas transmises à l'école. Et je pense aussi parce qu'ils n'avaient pas le temps de me les transmettre à l'école. Je promeus beaucoup, enfin plutôt les formations spécialisées. Genre, si tu veux faire de l'animation, tu as plein de ressources sur Internet, on va venir après, où tu peux faire que de l'animation. Et quand je dis ça à mon entourage et tout, ils me disent, ouais, mais ça se trouve, tu vois, tu vas faire que de l'animation et puis au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que c'est pas ça ce que tu voulais faire et en fait, tu auras perdu du match. Bah, en fait, non, parce que typiquement, si on prend les chiffres de l'école que j'ai faite, c'était 30 000 € quasiment en tout, les 5 années. Donc, tu as une année préparatoire qui est super cool, où tu touches à tout, tu fais de la sculpture, tu vas dans des musées, tu, euh, tu fais de la peinture, tu fais du dessin, du modèle vivant. Tout ça, c'est des trucs que moi, j'ai jamais fait avant d'arriver à cette année-là. Et c'est là où j'ai pris aussi une petite claque en tant que artiste, petit artiste, entre guillemets, où en fait, c'est tellement plus vaste que ce que tu penses. Et il y a tellement des choses cool à faire. Genre vraiment, aller dans un musée, c'est cool, tu vois. Même si tu connais rien à l'art, mais c'est cool. Juste se balader dans un musée, c'est cool. Essayer de la peinture, même si moi j'étais une grosse quiche et qu'au fur et à mesure qu'on faisait de la peinture, ça m'énervait parce que j'y arrivais pas. Mais c'est cool en fait, juste d'essayer. Donc ça, je comprends. Mais après, est-ce que payer, parce que c'est beaucoup d'argent quand même, une année, la première c'était 6 900 et après c'était 7 200 les autres. Est-ce que payer aussi cher juste pour une introduction, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas moyen déjà de passer moins de temps, moins d'argent et que ce soit plus productif parce que ça va être plus rapide? Si tu veux, si tu as des doutes sur la peinture, aujourd'hui, on a de la chance, on a Internet. Tu as tellement de moyens d'essayer des choses, que ce soit du modèle vivant, de la peinture, de la sculpture. Tu peux, même sur YouTube, tu peux même trouver genre un tuto pour, je sais pas, charpentier, tout, peu importe, tu vois. T'as pas besoin de payer une école, une formation qui, je pense, le prix des années, c'est logique dans le sens, t'as la structure, t'as les intervenants, t'as les profs qui sont toujours là, t'as le premier réseau. Tout ça, d'accord, c'est des bons points pour l'école. Mais pour moi, j'aurais perdu moins de temps, moins d'argent à plutôt me focaliser sur l'animation directement. Et au pire, même, c'est pas grave. Si c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Au moins, j'aurais eu une décision claire sur l'animation. Au final, c'est pas ce que je pensais. Peut-être que ce qui m'intéresse le plus, c'est faire du layout. Donc, si c'est du layout, peut-être que c'est la réalisation. Si c'est pas la réalisation en tant que telle, peut-être que c'est le scénario, tu vois. Mais c'est juste, j'aurais été plus rapide dans ce cheminement-là. Et j'aurais pas perdu autant de temps à me mettre à animer, juste ça, tu vois. Et même là, en termes d'années d'expérience en production, si j'avais fait juste une école en ligne, par exemple Animation Mentor, où c'est 3 ans pour faire tous les termes, bah là, j'aurais eu 2 ans déjà d'années de production. Donc j'aurais appris encore plus que les 5 années que j'ai fait à l'école. Mais ça, après, ça à prendre avec des pincettes parce que moi, je savais, avant d'entrer à l'école, que c'était l'animation et rien d'autre. Donc, pour le coup, quelqu'un qui ne sait pas encore,
et qui aimeraient avoir une structure pour même se mettre à travailler, parce que j'entends aussi souvent ça, il y a des catégories de personnes qui, eux, n'arrivent pas à se mettre à travailler à la maison. Et dans ce cas-là, elles ont besoin d'une structure, elles ont besoin en fait d'être poussées au quotidien. Donc pour elles, ouais, c'est quelque chose de bien d'avoir une école, un lieu, avec des gens autour qui vont créer une émulsion pour vraiment se mettre à bosser et même se mettre à essayer des nouvelles choses. Moi, je suis très casanier, j'ai aucun mal à mettre au travail. Et du coup, ouais, en fait, c'était un mauvais choix de ma part de faire, pour moi, selon mon profil à moi, de faire une école généraliste. Du coup, ce qui a été plus formateur pour moi, c'était d'être obligé, de par la situation dans laquelle j'étais, d'aller chercher des ressources ailleurs. Parce que euh, même si on est dans un métier où c'est un gros travail d'équipe, bah, au final, toute la journée, tu es quasiment juste toi devant ton ordi à essayer de résoudre tes problèmes avant d'aller montrer à tes superviseurs, etc. Donc, arriver à être suffisamment créatif au quotidien pour résoudre tous les problèmes que tu vas rencontrer lors de tes journées au travail. Bonjour à tous, je m'appelle David Gomez, je suis animateur 3D à Rodeo VFX à Montréal. J'ai eu un parcours assez classique en soi. J'ai fait un bac technologique. Après l'obtention de mon bac, je suis rentré à l'ESMA Montpellier en MANA. J'ai continué jusqu'en 3D1. J'ai fait une deuxième année de 3D1. Par la suite, j'ai décidé de continuer ma formation en animation au sein d'Artefix Montpellier, où j'ai été diplômé en 2020 en animation. Donc pendant ma dernière année à Artefix, j'ai travaillé sur 3 courts-métrages, Lon, Hassan et Aral, en tant qu'animateur. Après, j'ai été recruté par Light VFX en tant qu'animateur. Puis maintenant, je suis à Rodeo VFX à Montréal en tant qu'animateur. Pour le moment, je suis animateur. J'aime beaucoup le layout aussi. Je pense que c'est lié aussi au fait que j'aime le dessin et le fait que j'aime la BD énormément. Le layout regroupe la composition, regroupe les intentions de lumière, les intentions de composition, les mouvements de caméra. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et donc j'aimerais bien avoir plus tard la double casquette, sûrement layout anime ou anime layout. Je pense que l'animation vient du fait que je dessinais énormément depuis que je suis tout petit et que je regardais beaucoup de cartoons tels que Cartoon Network avec Johnny Bravo, Super Nana, Laboratoire de Dexter, Nickelodeon avec Arnold, Naruto, Akira, Dragon Ball Z, et bien sûr Ghibli, Disney, Pixar, Satoshi Kon. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de choisir ce métier. Mais c'est vraiment l'année dernière où j'ai découvert un nouvel aspect que j'apprécie énormément. C'est le fait de chercher pourquoi ce personnage fait cette action. Qu'est-ce qu'il pense quand il fait cette action et comment il va la faire. Et c'est vraiment le fait d'apprendre tout ça. J'ai beaucoup apprécié et ça aide aussi à l'animateur à transposer tout ce qu'il a appris à son personnage 3D. Je trouve ça très intéressant à chercher. Et c'est vraiment avec la dernière année, avec les courts-métrages sur lesquels j'ai travaillé, comme par exemple, j'ai travaillé sur un film, donc Lon, où il y avait des biches. Et donc j'ai dû regarder des références de biches, regarder le travail de Rico Lebrun, donc un artiste qui était engagé par Disney pour apprendre aux animateurs les mouvements que faisaient les biches, leur comportement m'a beaucoup aidé et j'ai beaucoup apprécié regarder son travail, beaucoup comme il avait appris aussi aux animateurs de Disney à faire. Mais c'est aussi avec le travail de Dr. Sumada. Dr. Stuart Sumada est un paléontologue qui a aidé sur les films Tarzan, Dr. Dolittle je crois, Stuart Little, et il était consultant sur ces films en tant que consultant en animation, consultant pour la modélisation aussi, pour que ce soit qui crée un réalisme le plus plausible possible. Et c'est vraiment toutes ces recherches, chercher quelle est la différence. Il explique entre un herbivore et un carnivore. Donc principalement la taille de l'estomac. La taille de l'estomac d'un herbivore est déjà beaucoup plus gros que celle d'un carnivore. Donc l'estomac va contraindre, on va dire, l'herbivore
quand il court, il est plus solide, donc il bouge plus comme une brique. Alors que le carnivore, il a un estomac plus court, parce qu'il digère plus vite, et donc il est plus élastique, beaucoup plus fin, on va dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que je pensais pas que ça avait une relation. Dans le fait que la façon de courir des animaux. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie beaucoup dans ce métier, c'est aussi le fait, quel que soit ce qu'on apprend, de ce qu'on fait, de la vie quotidienne ou même au travail, ça nous servira toujours. Par exemple aussi avec Ratatouille, les animateurs ont dû prendre des cours de cuisine pour apprendre à utiliser un couteau, comment servir, comment disposer les ingrédients dans l'assiette pour que ce soit joli. Et je trouvais ça assez fantastique que ce soit avec la cuisine ou la recherche morphologique des animaux ou que ce soit autre chose, tout ce qu'on apprend a une utilité dans notre travail et nous servira toujours dans notre création de l'illusion de la vie dans l'animation. Je voulais remercier Sandrine pour cette chance que tu nous as donnée de participer à Gizmo. Et c'est vraiment très cool, j'adore ce podcast. Encore merci pour cette chance. Allez, bonne journée. Ok, donc je me présente d'abord. Moi, c'est William. Actuellement, où je vous parle, je suis encore étudiant, donc je finis mon cursus à l'ESMA. Je suis en train de finir la production de mon court-métrage Luna 25 avec 7 autres membres de ma classe. Et donc après ça, je serai à la recherche de travail. Alors je pense que ce qui a été le plus formateur de mon cursus, ça a été de recevoir des retours. Alors ça peut être très bizarre dit comme ça, mais au début on n'a pas forcément l'habitude justement de demander des retours, que ce soit sur la vie en général ou même sur le travail. Et je pense que ça peut être très, très difficile pour certaines personnes justement de mettre un petit peu soit leur ego de côté ou soit juste leur timidité de côté et juste accepter le fait de recevoir des retours. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé en tout cas dans mon cursus et même pas forcément qu'à l'école mais juste en dehors de l'école. Parce que justement c'est ce qui m'a permis de progresser dans la 3D en général et j'en suis extrêmement reconnaissant du coup aux personnes qui ont pu me faire des retours et qui justement m'ont aussi poussé à montrer mon travail et apprendre les retours parce que je pense que c'est l'une des meilleures façons de progresser dans n'importe quel domaine, que ce soit le monde de l'art ou le monde du sport par exemple ou même dans le monde de la finance ou le monde de la communication. Je pense que le fait de se faire aider et de recevoir des retours de la part des gens extérieurs, enfin, de la part des gens qui sont même pas forcément dans le même domaine que vous, ça peut vachement aider justement à prendre confiance et à progresser. C'est tout parce que j'ai vachement appris en étant à l'école. J'ai appris énormément de bases, ce qui m'a permis de développer entre autres, je dirais, mon potentiel ou même mon skill dans les départements, dans les domaines dans lesquels je voulais travailler. J'ai pu aussi prendre ces bases-là et les développer en dehors des cours, en faisant des projets personnels qui m'ont vraiment aidé à développer, entre autres, mes capacités actuellement, c'est le modeling et le texturing, et puis faire les projets que je fais actuels. Et du coup, j'en suis extrêmement content. Je pense que voilà, le fait de se permettre de recevoir des retours ou juste se libérer, entre autres, ça peut vachement aider. On ouvre une case qui au départ était fermée et je pense que c'est vraiment des meilleures choses qu'on peut recevoir et qu'on a, c'est le fait de recevoir des retours. Parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie ou bien le courage, parce que ça peut faire très mal, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez directs et qui n'ont pas forcément de tact dans la façon justement de faire des retours à des gens qui n'ont pas nécessairement la même façon de faire, entre autres, parce que c'est plus dans la forme que dans le fond, parce que les retours sont là, évidemment, parce que, évidemment, si les retours ne sont pas constructifs et ne sont pas formulés de la bonne façon, c'est sûr que ça peut vite déraper, mais là, je parle juste des retours en général, hein, c'est-à-dire que on fait une critique sur un travail et on essaie d'expliquer comment est-ce qu'on peut arranger ce travail de quelle façon on peut l'améliorer.
Et donc, je pense qu'il y a des gens qui, forcément, n'ont pas de tact et donc qui peuvent limite blesser les gens qui sont à la recherche de retour. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer, entre autres, à toute éventualité, justement, à se dire, bon, cette personne, si je lui demande, peut-être qu'elle va me répondre de telle façon. Il faut juste se dire, voilà, je cherche de l'aide, qu'est-ce que tu peux m'apporter, qu'est-ce que tu peux me dire sur mon travail, as-tu des retours, comment je peux améliorer ça ou ça, et je pense que ça peut vachement aider, et surtout si par exemple vous êtes présent dans une espèce de communauté ou sur un groupe, sur un serveur Discord ou même un groupe Facebook, et qu'il y a des moyens de poster vos travaux sur ces groupes-là afin d'avoir de retours, je pense que c'est le meilleur moyen de vite progresser et de se dire, là, dans cet endroit, il y a plein de gens qui peuvent m'aider, je vais poster mon travail et je vais leur demander de l'aide. Comme ça, plus j'ai de retours, mieux ce sera pour moi et j'avancerai beaucoup plus vite. Plutôt que juste de rester dans mon coin, de faire mes projets, de ne pas demander de retour et de progresser sous une différente manière, disons, et qui sera peut-être beaucoup plus lente que si j'étais en communauté ou si je me forçais à demander des retours aux gens. Suivez les retours et je pense que le meilleur moyen de progresser au moins, c'est de travailler à côté et justement recevoir des retours, demander des retours à des gens qui soient dans la 3D ou pas. Voilà. Salut à toutes les personnes qui vont regarder cet épisode. Je m'appelle Anastasia Axetis-Forner et je suis étudiante en Master 2 à l'ISA Paris et je suis spécialisée en modeling texturing. Pour commencer, j'aimerais te remercier Sandrine de nous donner la parole et ce que tu fais, je trouve ça trop cool. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, pour mon premier job dans le monde de la 3D, j'aimerais apprendre et toucher à tout. J'aimerais apprendre de nouveaux logiciels, déjà, de nouveaux pipes, et voir les vraies facettes, on va dire, d'un studio de prod, parce que avec les interviews que tu as pu donner, les interviews qu'on retrouve sur Internet, on a une certaine vision des choses, mais quand on y est, on a son propre ressenti. Et c'est ce que j'aimerais déjà avoir, découvrir comment se déroule une vraie production en studio. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de travailler en équipe dans le cadre pro. Ça, c'est autre chose encore. Quelque chose de cadré, de planifié, de connaître ce fameux rush de production. Enfin, c'est plein de choses, c'est plein de petits aspects d'un studio que j'aimerais découvrir en tout cas. Déjà, ça, c'est les deux premières choses que j'aimerais vraiment avoir, car travailler dans un cadre scolaire, ça n'a rien à voir. Et comme on dit, on apprend beaucoup plus dans le monde pro que dans un cadre scolaire. Donc, le monde pro, direct, à découvrir. Et voilà. Et ensuite, travailler sur énormément de projets. Quand j'entame un nouveau projet, il y a toujours ce côté un peu excitation, qu'est-ce qu'on va faire, etc., qui me plaît beaucoup en tout cas. C'est ce que j'aimerais faire. Travailler sur plein de petits projets qui soient longs ou pas, en fait. Travailler peut-être dans la pub, c'est peut-être quelque chose qui me plairait plus parce qu'on travaille sur plein de projets et que c'est assez rythmé et que sur un long métrage où du coup ça va être va peut-être plus avoir une routine. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me fais de l'image sur les longs prods, c'est que du coup il y a comme une espèce de routine peut-être qui s'installe. Peut-être que ce n'est pas le cas. Et comme j'ai dit, j'ai pas eu de job dans un premier temps, donc je ne connais pas encore comment ça se passe. Trouver, on va dire, ma voie en quelque sorte, car je suis spécialisée en texturing et modeling. Texturing et modeling, pardon. Et avec mon projet de fin d'année, ça me plaît de plus en plus de faire du lighting et du rendu. Et qui dit lighting et rendu dit forcément compositing. Et c'est quelque chose qui me fait m'éloigner un peu, parce que Nuke, on va dire que Nuke, c'est pas le logiciel de ma vie. Mais du coup, c'est deux
branches différentes qui me plaisent beaucoup et peut-être découvrir ce que ça donne vraiment en production. Qu'est-ce que je peux souhaiter pour le futur de ma carrière, de mon job? Je pense que ce qui est surtout important, je pense, en tout cas pour moi, c'est d'avoir la même passion, la même flamme, comme on dit, dans le monde professionnel, parce que c'est un milieu que j'affectionne beaucoup, qui m'intéresse vraiment beaucoup, que j'adore. C'est garder cette envie de travailler dans la production 3D tous les jours, dans un job. C'est garder la flamme qui m'a fait aller vers des études de 3D. Et voilà, on va dire, je pense, la chose la plus importante pour clôturer. Eh bien, ça sera tout pour moi. Je vous remercie. Sandrine, merci beaucoup encore pour ton implication et de faire ce genre de podcast. C'est vraiment génial. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Salut! Deux choses, les études et la recherche de stage. Pourquoi les études? Parce que bien qu'on ait maintenu les cours à distance, c'est qui est une chose merveilleuse parce que on n'a jamais arrêté d'apprendre, on n'a jamais arrêté de suivre nos cours. Il y avait quand même des moments d'angoisse, de l'angoisse à cause de... Il y avait des bonnes raisons pour lesquelles être confiné, de l'angoisse de ne pas revoir les camarades, de ne pas travailler en physique, de ne pas retourner à la vie normale. Et tout ça, ça a créé une baisse de morale énorme. Cependant, on n'a jamais arrêté d'être positif, on n'a jamais arrêté d'avoir l'optimisme et montrer de l'envie de continuer à apprendre. La recherche de stage, c'était vraiment dur parce que les entreprises, au lieu d'adopter une mentalité de gagnant, on va dire comme ça, au lieu de profiter de cette crise pour peut-être, je sais pas, être plus créatif ou face à un problème, on pourrait créer de nouvelles solutions, on pourrait créer de nouveaux projets, on pourrait inventer des postes de travail. Ils ont fait l'inverse, ils ont décidé de, voilà, comme ça, de s'enfermer, de se protéger entre eux. Ce n'est pas mal du tout. Sauf que, comme étudiant, pour trouver un stage, c'était vraiment compliqué. Donc, j'ai dû booster plus de mon temps personnel pour postuler, pour candidater, pour rédiger des lettres de motivation. Cependant, malgré tout ça, j'ai quand même réussi à avoir mon diplôme. Je laisse la parole à l'artiste suivant. Je me présente, je suis Yanis Belaïd, étudiant sortant de l'école Pôle 3D à Roubaix. Donc je viens de finir mon Master 2, sur lequel je viens de finir mon film, donc voilà. Donc pour parler un peu de mon parcours scolaire, j'ai fait, sortant du bac, un BTS programmation informatique. Là j'ai pu un peu découvrir un peu le monde de l'info, de la programmation. J'étais pas mauvais, mais c'était pas vraiment mon truc. Je cherchais quand même quelque chose de plus créatif. Ça je m'en suis aperçu en faisant. Durant ma première année, j'ai commencé à chercher une autre école. Ma motivation première était, je veux faire des films. Je voulais faire des films, surtout l'animation 3D. Et donc j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait et donc du coup je suis parti plus sur Pôle 3D, donc à Roubaix, parce que je sentais dans cette école, c'était plus un feeling que j'avais pas ressenti avec d'autres écoles, donc durant les portes ouvertes des autres écoles, et quand j'étais à Pôle 3D, je me suis directement senti bien en fait, et donc du coup j'ai choisi naturellement cette école. Je me suis dit que le côté technique, à l'époque, en tout cas quand je suis rentré à Pôle 3D, donc c'était il y a 5 ans, il y avait des écoles qui étaient déjà, qui avaient peut-être une meilleure réputation techniquement, je sais pas comment le dire, mais qui étaient plus ou moins connues. Donc il y avait Rubica ou d'autres écoles en France, mais vraiment ce qui m'a motivé le plus, c'était ce côté familial, et moi j'étais juste là pour faire des films, pour aussi partager cette expérience avec les autres, donc avec les autres étudiants. Et en fait, quand je pouvais ressentir le côté compète et tout ailleurs, je me suis dit que c'était pas vraiment dans le cadre
de la créativité, de la création. Donc du coup, à Pôle 3D, je l'ai moins ressenti, donc du coup, je suis plus parti là-bas. Et je me suis dit aussi, peu importe l'école en fait, peu importe l'école, ce qui compte, c'est nous, c'est l'élève. Enfin, si je travaillais comme je devais le faire pour atteindre mes objectifs, peu importe l'endroit où je me trouvais, ça allait le faire en fait. Je suis parti vraiment sur le côté où est-ce que je me sens le mieux. Et donc du coup, c'était Pôle 3D. Du coup, je me suis inscrit et j'ai fait les démarches, le concours et j'ai été pris. Et donc du coup, tout s'est bien passé. Donc la conclusion de tout ça, ça a été que je me suis senti hyper bien pendant les 5 années. L'école a évolué avec moi en fait. Il y a eu des films comme Migrants l'an passé qui cartonnent dans les festivals. L'école ne cesse d'évoluer. Bon, je fais pas non plus de la pub pour l'école, mais c'est pour dire que finalement, j'ai pas fait le mauvais choix. Et puis moi aussi, j'ai pu m'épanouir comme je le voulais. Et j'espère que ça va maintenant être mon tremplin pour la suite de ma carrière dans le monde de l'animation. Pour un peu empiéter sur notre question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une école ? Enfin, en tout cas pour se former. Moi je pense que non, techniquement en soi on a tout ce qu'il nous faut sur internet. Il y a plein de choses que techniquement l'école ne m'a pas apporté, mais que je suis allé chercher moi-même. Je pense que c'est pareil pour toutes les écoles en fait, et pour tout le monde. Ce que l'école peut nous apporter le plus, c'est aussi un réseau. De ce que j'entends autour de moi, c'est le premier réseau qu'on a, c'est celui de l'école. Je suis d'accord avec ça parce que ce soit les intervenants qu'on peut avoir durant notre scolarité, les personnes avec qui on peut travailler. Donc c'est très important aussi de bien se comporter avec ses camarades. Et ça, c'est notre premier réseau. Notre métier se base sur le réseau, sur non, je peux pas prendre ce job, est-ce que tu connais quelqu'un? Oui, je connais machin. Et moi, je pense que l'école peut apporter ça en plus. Et aussi, voilà, les intervenants. Et là, je pense quoi, ça, c'est plus l'école. Moi, je sais qu'un prof que j'ai eu, donc un professeur, Carlos de Carvalho, qui m'a apporté mais tellement, que ce soit au niveau de ma façon de travailler, de ma façon de penser, de réalisation. Il y a aussi Simon Bouclier qui m'a beaucoup apporté. Et je sais pas si je serais le même artiste aujourd'hui si j'avais fait une formation tout seul. Et merci Sandrine pour de nous permettre de parler un peu de notre expérience et de nos envies. Merci. Juste avant, attends, mais j'ai droit quand même à la parole. Non, tu parles pas toi. Maintenant tu peux éteindre. Maintenant je peux quitter? Oui. Allez, je quitte. Salut.